Bonjour à tous. Bon, alors j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin à la fraîche. Alors dans cette vidéo, je vous emmène avec moi faire un petit tour de plaine pour regarder les différentes parcelles de tournesol et vous allez voir, les miracles, ça existe. Si. Ensuite, on va aller voir une ou deux parcelles de blé pour finir la vidéo. Et si on a le temps, on parlera un petit peu à la fin de cette vidéo de l'inflation sur les tarifs des matériels, avant une prochaine vidéo sur l'arrivée de notre nouvelle moissonneuse-batteuse, où là, on parlera davantage de différents exemples concrets de ce qui se passe en ce moment, en plus de la diminution des tarifs de vente de nos différents produits. Alors si vous êtes OK, on est parti. Alors on est dans une parcelle de tournesol que vous connaissez puisqu'on a déjà fait une vidéo dans cette parcelle. On est dans la parcelle de Puiset, les limons fragiles de Puiset, que je pensais à un moment donné condamné ou en tout cas pas bien formidable. Et puis vous voyez, et vous le verrez dans toutes les autres parcelles de tournesol, en réalité je n'ai aucune parcelle à semer. La semaine qui est passée avec les chaleurs, l'ensemble de mes parcelles de tournesol se sont mises à rayonner, à pousser. Tout ce que je pensais condamner, couper à ras la terre, à pousser. Alors évidemment, ils ne sont pas à des stades très avancés par rapport à la période. Évidemment, sur ce site ici, ma problématique restera le désherbage et je n'ai aucune illusion au regard des chardons que vous voyez là et de la présence de certaines renouées, etc., qui ne seront pas dans le spectre d'intervention de mes désherbages de post-semis. C'est bien là le problème, il n'y a pas de miracle. Alors, je suis intervenu ici avec un produit racinaire doublé d'un produit foliaire récent qui est sorti cette année, le Vibala. Je n'ai pas d'illusion au regard du spectre de ce produit sur ces fameuses renouées, où les seuls produits qui m'auraient permis un désherbage total pour les chardons et pour les renouées, les différentes renouées, vous savez qu'il y en a 3, eh bien ça aurait été l'Express ou ce genre de produit ou le Pulsar. Et évidemment, je n'ai pas des tournesols qui sont tolérants à ce type d'herbicide. J'ai toujours dit que je n'en ferai jamais pour les simples raisons, c'est que dans les essais, nous avons toujours observé des forts dégâts sur les sols, sur les staphylins, sur les carabes notamment, où notamment les Express et les Pulsars, l'Imazamox surtout, dézinguaient complètement cette faune du sol. Donc évidemment, dans une approche globale, ça ne nous semblait pas opportun, mais quand on voit la flore que nous avons aujourd'hui dans les tournesols, en tout cas cette année, il est clair qu'il n'y a que ce type de désherbage qui vont avoir du succès, d'autant que notre département est en vigilance sécheresse, que la commune sur laquelle se situe ce deuxième site de notre ferme est en alerte sécheresse, c'est-à-dire que nous n'avons pas pris d'eau depuis plusieurs semaines, depuis l'avant des semis de tournesol, avec ces petites séquences, non pas en grosse quantité, mais qui empêchaient d'avancer dans les semis. Mais finalement, aujourd'hui, nos semis de tournesol n'ont pris aucune pluviométrie. Alors si c'est bien pour les céréales, on va le voir tout à l'heure, pour ces cultures-là, évidemment, comme pour les maïs, qui sont en gros arrivés à 6 feuilles, donc je ne vous les montrerai pas, mais ils sont arrivés à 6 feuilles. Stade capital, 6-8 feuilles, c'est un stade très très important dans lequel se préparent beaucoup de choses concernant le rendement de la culture. Donc on va éviter de faire des interventions, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc déjà, ce qui est bien, c'est de ne pas avoir à ressemer les tournesols. Vous allez voir, donc il y a 3-4 hectares où, bon, on peut se dire, il n'y en a pas beaucoup finalement, mais ceux-là ont été désherbés, c'est sur l'autre site. Donc voilà, alors je suis juste inquiet sur ce que ça va donner en termes de désherbage, vous vous en doutez bien. Mais je ne peux rien faire, donc je suis obligé d'accepter. On a un petit peu une décoloration du tournesol lié à l'intervention du produit racinaire que j'ai fait en poste à très faible dose pour essayer de faire un film et peut-être que je referai à nouveau une intervention. Et puis il y aura les graminées à gérer. Alors évidemment on espérait de la pluie mais qui n'arrivera pas visiblement et qui, voilà, je pense qu'on est parti pour une longue période malheureusement. Alors on va voir que pour les céréales c'est bien mais c'est un petit peu plus ennuyeux pour tout le reste et la nature souffre énormément. D'ailleurs je vois que sur les réseaux internet on voit des intervenants reconnus pour leurs compétences sur les sols, qui font des profils de sol en ce moment dans des régions où je sais que c'est comme nous, il n'y a pas eu spécialement de pluviométrie. Là, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre, à part faire une croix sur le calendrier et parler de sujets divers et variés, sans doute très intéressants. Mais pour ce qui est d'observer les sols et d'en faire un diagnostic, c'est carrément n'importe quoi. Voilà. Là, depuis déjà 2 mois, on peut oublier tout ce qui va être diagnostic de sol dans les régions où il y a nos niveaux de pluviométrie. Comme je le disais, les sols s'observent, on va dire, de septembre, octobre, parfois novembre, comme des années comme l'année dernière, jusqu'au mois de mars, avril. Mais au-delà, on ne tire que de mauvaises conclusions. Donc d'ailleurs, pour votre moisson, et on en reparlera, vous devez savoir où en sont vos sols.
parce que c'est pas après la moissonneuse que vous allez pouvoir diagnostiquer quoi que ce soit, sauf s'il venait à pleuvoir en permanence. Alors là, on serait dans une autre purée, hein. Allez, on continue, on va voir d'autres parcelles. Alors on change de parcelle les amis, on est dans une parcelle que vous devez connaître, qui est la parcelle très caillouteuse, donc qui a été la première faite sur ce site. Donc vous voyez que le tournesol est à un stade bien avancé, hein, ça se passe plutôt bien. Après vous voyez que les mauvaises herbes sont tout doucement en train de, voilà, par le produit à base d'aloxyphène éthyle, hein, donc qui permet quand même un spectre assez large en foliaire, mais il ne faut pas se leurrer. La terre est un petit peu colorée parce qu'il y a eu un petit peu moins d'1 millimètre, hein, donc vous voyez par rapport à la parcelle de tout à l'heure. Donc voilà, alors de toute façon les produits racinaires qu'on aurait fait et que j'avais donc prévu de faire, hein, puisque je devais les faire juste avant la levée du tournesol associé avec un petit peu de glyphosate pour éviter d'avoir des soucis derrière, puisqu'en fait c'est souvent une aide très précieuse, ce fameux glyphosate, hein. Dans beaucoup de cas, il permet d'économiser des produits problématiques qui là, pour le coup, cette année, les produits racinaires ne fonctionnent pas et n'auraient pas fonctionné non plus, puisque c'est des produits qui agissent par film, et on se doute bien que ça aurait été bien compliqué. Alors sur l'autre site, c'était différent, il n'y a pas le même historique, il n'y a pas la même pierrosité, hein. On voit bien que dans ces sols-là, c'est pas du tout la même chose. Donc on a déjà des produits racinaires qui auraient agi beaucoup moins bien que dans un limon sans cailloux, hein, ça on en a déjà parlé, avec une présence de résidus aussi. Mais donc moi j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et donc ça veut dire que dans le futur, il faudra sans doute, si on continue un petit peu le tournesol, à passer la gamme au-dessus. Donc on revient toujours à la thématique, toujours plus de moyens, toujours plus d'investissement, toujours plus de charges, pour un retour toujours moins bon, ou en tout cas pareil à avant, donc ça veut dire moins bon pour nous en net à la sortie. Hein, donc c'est juste ce type de réflexion qu'on peut avoir. Alors voilà, donc il va rester certainement les chardons, je n'ai aucune illusion là-dessus, hein. Là ça les mouche, mais ils ne vont pas y rester. Je ne pouvais pas les gérer avant le semis, on en a déjà parlé, le glyphosate n'aurait pas fonctionné. Donc voilà, donc le type d'herbe qu'il y a dans ces parcelles-là, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, pour moi, ça me sert de leçon, vous apprendrez à me connaître, mais je suis quelqu'un sans doute d'assez maniaque, soigneux, j'aime bien avoir des champs nickel, et il se trouve que on parle du salissement en céréales, on a bien compris, hein, donc l'automne prochain, les produits sont déjà commandés et la double application se généralisera, mais on aura l'occasion d'en reparler, avec différentes matières actives complémentaires. Mais pour le tournesol, on voit qu'il faut aussi accepter une baisse du nombre de pieds. Beaucoup de vos commentaires d'ailleurs m'en avaient parlé, pour les spécialistes du Sud notamment, jusqu'à 30-35 000 pieds. Alors c'est vrai qu'heureusement qu'il m'en reste davantage, hein. Vous pouvez voir que finalement sur les 75 000 semés, je pense qu'il reste au moins les 50 à 60 000 sans problème dans ces parcelles-là. On va aller en voir d'autres juste après. Ça fait dire aussi que c'est bien la chaleur, hein, qui plaît à cette culture-là. On pensait pourtant être dans la bonne période, mais non, on n'était pas encore assez loin pour avoir cette période de chaleur qui permet que les ravageurs sont calmés, hein, par la vitesse de pousse, les limaces sont absentes, enfin bref, il y avait tout pour que ça fonctionne bien. Mais je pensais vraiment que tous ceux qui étaient coupés à ras du sol étaient condamnés. Ça n'a pas été le cas. Donc finalement, je n'ai que 4 hectares où j'ai gardé un petit peu de semences de tournesol. Je me suis dit jusqu'au 20 juin, je serais apte à en refaire, mais je pense que là, c'est de la maniaquerie. Par contre, j'ai rendu le reste. Pour ce qui est des semences de maïs que j'avais achetées en me disant je vais changer mon fusil d'épaule dans les parcelles capables de recevoir du maïs, ou que j'envisageais de le tenter en tout cas, j'ai les semences pour l'année prochaine, puisque évidemment, traité coride, personne ne les reprend. Oui, c'est comme ça, c'est nous qui assumons tout le risque. Donc là, j'en ai pour une vingtaine d'hectares. Donc j'ai sans doute dû anticiper les choses pour quelque chose qui s'est arrangé. Donc je vous avoue que ça m'enlève une épine du pied. Les cheveux blancs sont arrivés quand même, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors on va aller voir une autre parcelle, et puis ensuite on retournera sur le site principal, voir un petit peu de blé, et on parlera aussi un petit peu d'inflation matérielle, hein, et puis du reste, hein, si on a le temps. Voilà les amis. Alors on a changé de parcelle les amis, si vous vous rappelez, il y avait une vidéo à côté de ce champ de colza, qui est magnifique d'ailleurs, qui pousse plutôt bien, et qui change beaucoup. Donc ça, c'est la parcelle qui pour moi était condamnée au bout d'une semaine. En fait, tous les pieds étaient coupés, il y avait des petites limaces terricoles malgré la localisation d'anti-limaces. Donc là, il y a 12 hectares, le champ est très long. J'ai dû mettre des canons au milieu, je venais le soir, il y avait des pigeons qui venaient à un bout ou à l'autre, hein. Le champ fait un peu plus d'1 kilomètre presque. Enfin bon, bref, donc j'avais mis 2 canons là au milieu, je suis même allé en voiture au milieu, bref. Et à un moment donné, j'ai capitulé, j'ai dit c'est foutu, donc j'ai enlevé tous les moyens de lutte. Et en fait, eh bien, dans la semaine dernière, en repassant dans la parcelle, en réfléchissant à ce que j'allais y faire, eh bien, j'ai vu ça. Donc je suis bien content, puisqu'en fait, il doit rester au moins 50 000 pieds de ce que j'ai regardé au mètre carré assez facilement. Donc voilà, maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein, ça ne pousse pas vite.
Et puis toutes les taches noires, là vous voyez, c'est des chardons dans des parcelles où il n'y a jamais eu de chardon. Et là je vois tous les champs de tournesol partout, il y en a des quantités chez tout le monde. Alors d'où ça vient, voilà. Et comment on va lutter contre ça? On va lutter rien du tout dans le tournesol, à part avec les désherbants dont je vous parlais tout à l'heure. Alors si on va voir le colza maintenant à côté là, donc il est évidemment en train d'évoluer, il n'y a rien à y faire. Il y a eu des secteurs où il y a eu des pucerons cendrés, de manière assez importante, évidemment, les temps un peu de faiblesse comme ça, c'est jamais propice. Alors il est en train d'évoluer, on a vraiment, comme on vous avait montré dans une autre parcelle de colza, un nombre de siliques vraiment intéressant. Moi, mon inquiétude, c'est sur les ruptures de nutrition qu'il y a eu depuis le début, de toute façon. L'automne, il a été poussant, etc. Mais il faut dire que depuis le printemps, on a beaucoup d'à-coups vis-à-vis de la gestion de l'azote, de toute façon, et ça va être valable aussi pour les autres cultures. Donc je pense que pour les PMG, voilà, il peut y avoir une incidence. On a vu des secteurs où les fécondités étaient même mauvaises. On a le même cas sur orge de printemps. Il y a des secteurs où les épis sont à moitié vides. Et on verra sur céréales qu'il y a une maladie qui arrive pas mal dans beaucoup de secteurs. Alors on a dans les orges qu'on va aller voir de la ramulariose, donc elle est arrivée une chance assez tard en saison. Mais il y a aussi donc du piétin échaudage dans pas mal de secteurs et de la rouille. Donc on va parler de ça dans les céréales. Alors ici dans une parcelle de blé, je fais quelque chose que je n'aime pas trop faire, mais c'est pour illustrer le propos. Je suis dans une parcelle d'un de mes collègues qui est touché par justement les différentes maladies actuelles que l'on peut observer, donc notamment le piétin échaudage. Alors je le fais puisque j'en ai pas cette année en tout cas dans mes parcelles. Donc vous voyez, c'est les ronds que l'on voit là. Alors c'est aussi lié à la structure, un peu plus séchante. Donc le piétin échaudage, c'est un champignon qui est dans le sol et qui s'exprime justement dans les parcelles un petit peu limite au niveau structure ou liées à une année sèche, etc. Et ils vont dans le blé en fait, comme hôte pour se nourrir. Ça nécrose souvent les racines et ça conduit à des épis blancs qui vont être avec des grains étiques, voire pas de grains du tout. Alors ça pourrait ressembler à de la fusariose, donc il faut faire très attention. À une fusariose roséum notamment quand c'est l'épi complet, mais là il y aura un feutrage légèrement rosé justement, et ça se serait vu aussi en amont sur les tiges et les feuilles, et ça on en a déjà parlé. Donc ça malheureusement on voit ça un petit peu partout, donc ça va avoir une incidence sur le poids spécifique évidemment, le poids de 1000 grains, sur des grains étiques, sur même la semence à garder, donc il faudra faire attention. Il n'y a pas de moyen de lutte aérien pour cette maladie qui est souvent confondue avec le piétin tout court. Le piétin vert, ça n'a rien à voir. Un traitement piétin que vous faites au stade épi 1 cm ou un peu plus tard n'a rien à voir. Pour l'échaudage, il n'y a pas de moyen de lutte aérien. Le seul moyen de lutte, c'est le traitement de semences, avec notamment le produit Latitude, qui apporte quand même des réponses très très intéressantes. Alors là, par exemple, si c'est un blé et qu'on envisagerait un deuxième blé, alors là, justement, il faudrait vraiment éviter dans cette parcelle-là, notamment du fait que ça se soit exprimé cette année. Donc voilà, c'est tout. Ce sont les précautions à prendre, ce sont la succession des pailles qui favorise ce champignon et son installation. Donc encore une fois, on en revient aux assolements. Sinon, il y a du potentiel, c'est une belle parcelle avec des beaux épis, comme chez beaucoup d'entre nous. Après, c'est au niveau du remplissage qu'on peut quand même avoir des doutes. Il n'a pas plu à cette période-là, et plus on va avancer vers la maturité, moins on va souhaiter qu'il pleuve. Malheureusement, là, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait presque que ça reste un petit peu comme ça. Il pourrait encore pleuvoir sur les céréales maintenant. Mais bon, plus tard c'est, mieux c'est. Et en même temps, pas trop tard pour ne pas avoir de dégâts. Donc vous voyez, c'est pas facile. Là, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en termes de délai avant récolte, en termes d'intervention possible, etc., il n'y a plus rien à faire. Les pucerons à surveiller, mais quoique, là maintenant, on va commencer à sortir de tous ces stades-là. Donc les dés sont jetés, comme on dit. Alors on va aller voir une parcelle d'escourgeons, puis après on va aller sur l'autre site. Alors changement de parcelle, cette fois dans une parcelle d'escourgeons, donc j'en ai environ 25 hectares ici sur ce site. Donc parcelles qui n'ont reçu qu'un traitement environ au stade épi 1 cm de protection fongicide et de régulation, donc pour une dizaine d'euros environ, comme je le disais déjà dans une précédente vidéo. Il n'y a rien eu depuis, et en une semaine, on a vu arriver de la ramulariose. Alors je pense qu'elle est arrivée suffisamment tard pour qu'il n'y ait pas ou peu d'incidence sur le remplissage, puisqu'on a déjà une bonne fécondité, ça c'est important. On voit beaucoup d'orges de printemps, et allez voir, vous allez peut-être être surpris, où il y a beaucoup d'épis qui sont vides, comme d'ailleurs dans la parcelle de blé tout à l'heure, où il y avait le piétin échaudage, on avait aussi des épis vides pour partie ou totalement.
Donc ça, c'est quand même inquiétant, hein, parce qu'on est loin d'être le remplissage fait. Pour les orges, on va dire que dans 3 semaines, elles tiennent plutôt bien, hein, pourtant dans des parcelles difficiles. Hein, cette année, l'ensemble des escourgeons est dans des parcelles assez caillouteuses. Les blés, à l'inverse, sont dans des parcelles profondes, c'est un coup de bol. Et puis les tournesols dans des parcelles superficielles aussi, à part une ou deux. Donc voilà, donc en termes de la ramulariose, c'est assez généralisé dans beaucoup de secteurs. Hein, on a vraiment eu un peu tout le monde qui a été touché. Un petit peu d'Elminto aussi, donc pour certains ils avaient fait des traitements de semences Systiva qui n'ont pas eu d'action sur cette maladie-là, mais ça on le savait, hein, donc ça les a obligés, après avoir investi dans du traitement de semences contre la rhinchosporiose au final, parce que c'est ça que ça fait, hein, ça ne fait pas tout, contrairement à ce que parfois il peut être dit sur le terrain. Donc l'agriculteur s'est retrouvé à devoir faire une protection assez classique. Nous on pense que connaissant les maladies, on pouvait facilement, toutes céréales confondues, puisque vous verrez du blé tout à l'heure, c'est la même chose, nous n'avons fait qu'un seul traitement, pour beaucoup de nos partenaires en tout cas. Voilà, toujours dans l'idée de bien comprendre et de connaître comment se développent les maladies. Pour ça, il faut avoir choisi les bons produits au moment où on est intervenu pour la seule et unique fois, puisque voilà, il y avait des choses à observer avant d'intervenir, notamment les rouilles qui étaient déjà présentes cet automne. Hein, on l'avait un peu signalé nous à nos partenaires. Évidemment, on avait pris nos précautions dans les choix de programmes et de produits. Et tout ce qui n'a pas été fait à ce moment-là avec des produits dédiés à la rouille, eh bien les gens ont fait que d'essayer d'éteindre l'incendie, et encore, on n'a pas eu des conditions favorables à son développement important. Donc voilà, donc les escourgeons, je les vois plutôt beaux. Après, je ne suis pas dupe sur les calibrages. Encore une fois, on va se faire allumer au niveau du brassicole, c'est à peu près sûr. Et je pense que pour le blé, à une échelle différente, ça risque peut-être, dans nos régions en tout cas, à être la même chose. Je vous rappelle qu'on est en alerte sécheresse sur cette commune ici. Et on est en vigilance sécheresse. Alors, tout ça, c'est un peu du vent, hein. Je pense qu'on est en alerte tout court. Comme toutes les régions touristiques sont en alerte plus qu'alerte, et où finalement aucun écologiste, aucun responsable politique ne prend une décision en disant à tout le monde « ayez conscience que la nature est en train de souffrir comme jamais ». C'est valable pour les incendies qu'il y a dans de nombreux pays, et que pour les vacances, il faudrait peut-être voir à la baisse toutes les prétentions des uns et des autres et un peu être à l'écoute de la planète. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, on va sur l'autre site, on va aller voir du blé pour conclure cette vidéo. Alors, de retour sur le site principal, dans une parcelle de blé de colza, avec la variété de blé Chevignon, une variété tolérante. Pour vous expliquer donc et vous confirmer que dans toutes les parcelles de céréales, il n'y a donc eu qu'un seul fongicide, au stade et puis 1 cm environ, donc avec une association de produits en fonction des risques observés durant l'hiver, dont on avait même parlé sur cette chaîne. Une régulation, et il faut reconnaître que les céréales sont assez hautes cette année, j'en parlais dans l'escourgeon tout à l'heure, mais c'est aussi valable dans les blés, il y a beaucoup de paille, hein. On a eu une année à foin, année à rien, mais en tout cas il y a eu de la paille. On a des très beaux épis, hein, donc vous pouvez le voir, hein, bien fécondés. On a, au niveau sanitaire, on est plutôt bien, on est en train de partir sur la sénescence, hein, sur la fin du cycle. En termes de nutrition, il y a eu 160 unités d'azote en ammonitrate soufré pour les 2 apports, donc ça fait en gros 45 unités de soufre à quelque chose près. Il y a eu en gros 600 kg d'un ammonitrate 27 qui contenait, voilà, oui, ça fait 60 unités puisque certains contenaient 9 de soufre et d'autres 10 de soufre. On est en gros à 60 unités, tout compris, hein, identique pour les colzas, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est important puisque la nutrition azotée, éventuellement en excès, on avait des gros reliquages, j'en avais parlé cet hiver, entre 40 et 80 unités de disponibles, de reliquats, hein, j'en ai déjà parlé de ce qu'était le reliquat, je vous mettrai le descriptif. Mais donc pour nous, voilà, on estimait quand même au regard du climat, au regard de la faible pluviométrie hivernale, au regard de l'aspect des cultures, et puis surtout du risque climatique à mettre de l'azote et qu'il n'y ait pas de pluie en relais derrière, et c'est ce qui s'est exactement passé, et je vous en avais un petit peu parlé. Le risque, c'est comme du gros sel, c'est qu'en fait c'est plus pénalisant que de ne pas avoir mis d'azote, ça c'est clair, puisqu'aujourd'hui, si vous pensez que vos cultures ont besoin d'azote, elles ont surtout besoin d'eau, et avec la chaleur de cette fin de cycle, ça aurait suffisamment minéralisé pour nous libérer des éléments au regard du faible hiver au niveau pluviométrie, et aussi des reliquats élevés qui démontraient ce faible hiver de pluviométrie. Voilà, c'est surtout cette espèce de raisonnement qui n'est que des ressentis, que l'on doit tous avoir, et qui nous interroge bien entendu sur la nutrition future,
Lorsque l'on voit parfois sur certaines pages des gens qui constatent des maïs un peu dans tous les sens, qui bleuissent, qui tout ça, et qui déjà ont envie de rajouter je ne sais quel oligo-élément miraculeux ou une localisation, je ne sais quoi. Si vous pensez par exemple que l'azote que nous avons mis sur nos tournesols, les 50 ou 60 unités qu'on a mis en localisation ont servi pour l'instant à quoi que ce soit, c'est se mettre le doigt dans le nez. Ou dans l'oreille. Mais en tout cas, c'est une réalité. Il faut de la pluviométrie pour que tout ça fonctionne. Bien entendu, c'est comme du gros sel, je le dis toujours. Donc il faut une dilution parce que sinon ça a des effets plutôt pervers. Et c'est valable pour des engrais localisés, des engrais de fond type phosphore par exemple, qui peuvent avoir des effets plus négatifs s'il n'y a pas la pluviométrie. Donc ça, vous voyez que ça va nous compliquer la tâche. C'est certainement ça qui peut nous inquiéter le plus pour l'avenir. Cette prise de conscience, s'il en était besoin, que voilà, d'année en année, les choses se compliquent et qu'il n'y a pas de recette magique, que les sols qui subissent des périodes de 2 mois sans pluviométrie vont de toute façon se dégrader. Il y aura pas, on pourra faire tout ce que l'on veut en surface. Au niveau de la faune et de la flore, ça a des dégâts considérables. Et là, si jamais on est parti jusqu'à septembre comme ça, puisqu'en général, l'été est quand même plutôt plus sec que le printemps, en théorie, on peut être qu'inquiet pour les futures cultures, que ce soit les colzas ou autres. On voit déjà que ça ne va pas être simple. Alors on n'est pas rémunéré d'ailleurs de cette prise de risque-là, puisque les marchés s'écroulent à grands coups de spéculation un peu plus chaque jour. Ça remonte un petit coup, ça rebaisse. On voit bien que mondialement, il n'y a pourtant aucune annonce favorable. On voit que la Russie, dans certains cas, est même favorisée pour vendre 30 € de moins de la tonne que nous en ce moment. Et là, bizarrement, elle a le droit d'être sur le marché international. Donc c'est vrai qu'on voit bien que l'intérêt, il est décidé d'avance, un peu comme pour beaucoup de choses, c'est que l'alimentation ne vienne pas encore accentuer l'inflation et puis l'écroulement au niveau de la pierre, du bâtiment, etc. Vous voyez qu'on est en plein dans le cyclone, avec un pétrole pourtant bas, et on a pourtant des charges liées au pétrole de plus en plus élevées, puisque les engrais remontent depuis 1 mois et demi environ, alors qu'ils ont été à un prix vraiment intéressant il y a 1 mois et demi aussi. Donc on voit qu'aujourd'hui, notre métier est vraiment pas la loterie, mais on doit vraiment prendre des décisions assez rapides. Alors on regarde la longueur de la vidéo, je ne parlerai donc pas de machinisme, on fera une vidéo actu pour parler un petit peu justement des marchés et de l'aspect, certainement la prochaine vidéo sera sur ce sujet, mais aussi de l'évolution des prix du matériel, à l'occasion notamment de l'arrivée de notre nouvelle machine que nous avons achetée l'été dernier et qui est présente, là, qui va être bientôt prête la semaine prochaine certainement. Vous expliquer pourquoi ce changement et puis vous expliquer les évolutions tarifaires avec des chiffres concrets, puisqu'on va parler d'argent, on va parler du prix des chômeurs, où est-ce qu'il en est, de cette machine-là, qu'est-ce qu'elle coûte aujourd'hui d'ailleurs, si on devait l'acheter maintenant, est-ce qu'elle serait disponible d'ailleurs, n'y a-t-il plus que des grosses machines, pourrait-on avoir des petites machines? Eh bien vous allez voir que c'est pas si simple. Et puis dans la description, je vous mettrai les coordonnées de Guy Laluc de la revue Argos Communication Agricole, ce que j'avais déjà fait, mais certains me l'ont demandé à nouveau, puisque vous souhaitez bien vous informer, en tout cas avoir des informations objectives de ceux qui nous entourent, puisque finalement on a beaucoup plus d'informations dans le monde extérieur au monde agricole que dans le nôtre, où on nous berce régulièrement, vous devez le sentir, vous voyez, ça tangue un petit peu comme ça. Ah, il y a quelqu'un, il a fait telle culture et c'est magnifique, il n'a pas désherbé cette année. Enfin, toutes les choses qui nous font rêver, mais notre réalité est souvent bien différente. Alors voilà les amis, sur ce, on va s'approcher de la moisson, pour certaines régions en tout cas. Donc nous, on a encore au moins 15 jours, 3 semaines je pense devant nous, j'espère en tout cas. Et puis, pensez à partager, pensez à vous abonner, c'est important, c'est ce qui nous aide le mieux. Vous faites beaucoup de compliments, c'est toujours très très gentil, je vous en remercie, je suis souvent assez touché, je ne vous le dis pas, mais c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que l'abonnement, c'est quand même ce qui contribue à nous faire reconnaître et que de plus en plus de monde puisse avoir des infos peut-être différentes ou en tout cas qui appuient tout ce qui se fait déjà sur YouTube et qui permet un petit peu d'avoir une vision aussi différente. Et c'est aussi l'intérêt de tous ces médias. Voilà, alors je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, parce que quand vous verrez cette vidéo, la semaine sera déjà commencée. Bon courage, on y croit, on s'accroche, et puis à bientôt.